Écoutez, ça fait un drôle d'effet, parce que c'est un peu comme retrouver, vous savez, des vieux vêtements qu'on a un peu oubliés dans un coin de placard. Il y a presque 20 ans, avec une dame dont je vous reparlerai un tout petit peu plus tard, qui s'appelle Amélie Grand, et un monsieur qui s'appelait Alain Léonard, on a inventé, ou plutôt on a mis en place, parce qu'on invente, dans le fond on n'invente jamais rien, on met en place ces rencontres, dont l'objectif est très très simple, c'est faire se rencontrer les danseurs entre eux, danseurs et chorégraphes qui sont présents à Avignon, quel que soit leur statut, le in, le off du off, le in du in et tout ce que vous voulez, pour qu'ils présentent leur travail, qu'ils se rencontrent, et puis les aider à expliquer ce que c'est que ce travail pour le public, parce qu'effectivement, on est quand même dans une manifestation qui, même si elle est pluridisciplinaire, est historiquement liée à la notion de théâtre. Et vous constatez dans votre vie quotidienne, ne serait-ce que pour vous échauffer, ne serait-ce qu'à cause de la nature des sols sur lesquels vous dansez, que pas grand-chose n'a été pensé au départ pour accueillir ces drôles d'oiseaux que sont les danseurs. Et donc on a inventé ça avec Amélie Grand et Alain Léonard. Donc Amélie s'est un peu blessée, et elle n'a pas pu venir. J'aurais été heureux de la recevoir pour cette renaissance des rencontres danse. Écoutez, pour ceux qui la connaissent, je crois que Saatchi, tu la connais très bien. Perrine, tu as eu l'occasion peut-être de rencontrer Amélie juste une fois. Jeanne, tu vois, c'est en ça que tu vois que tu es une jeune chorégraphe. Et Raphaël aussi, c'est que vous ne connaissez pas Amélie. Toi, tu la connais bien, Brahim. Voilà, on va peut-être la garder en mémoire comme ça, lui adresser des bonnes ondes et aller chez elle à Mauriès et penser à Amélie pour cette rencontre. Donc, la règle du jeu, on voit Raymond. Donc, Raymond Yana, le président du HOF, qui a œuvré pour que ces rencontres reviennent et soient réorganisées ici, en mélangeant absolument tout. On attend Herman Dieffus, qui va arriver un tout petit peu plus tard. Herman Dieffus, il est dans le vif du sujet, il est dans le in. Bien, on va commencer peut-être par Perrine, parce que Perrine va nous quitter un tout petit peu plus tôt que les autres. Perrine, tu es aux Hivernales. Tu présentes Une femme au soleil, qui est un quatuor, qui procède d'un solo que tu avais montré, que moi j'avais vu au repérage de Danse à Lille et qui s'appelait Morning Sun, et que j'avais revu avec de l'eau, mais cette fois-ci, il n'y a plus d'eau. Alors, comment cette pièce, avec toutes ces formes différentes, moi j'ai senti tout le temps la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort dans le sujet d'une femme au soleil. Alors c'est quoi le sujet d'une femme au soleil pour qu'il soit à ce point fort? Ça doit marcher, oui. Ça marche. Le sujet, c'est le désir, donc, qui rejoint toutes ces parties dont tu parles, et plus spécifiquement le désir féminin. Donc, c'est un sujet fort, j'imagine. Après, en fait, ce quatuor est inspiré d'un tableau de Hopper qui s'appelle Une femme au soleil. Et puis, l'image est très claire, c'est une femme qui est dans une chambre avec un rayon de soleil qui rentre dans la pièce, qui la réchauffe. Il y a un lit derrière avec des escarpins, un lit d'effet avec des escarpins. Et donc, c'est un tableau, en tout cas pour moi, qui pousse à l'imaginaire, qui permet d'imaginer plein de choses. Peut-être qu'elle est toute seule, peut-être qu'elle vient de quitter quelqu'un, peut-être qu'elle attend quelqu'un. On ne sait pas trop. Mais voilà, donc en gros, c'est sur le désir. Et je suis toujours inspirée par ce tableau et par l'état de cette femme. Et ça doit se rejoindre. C'est quoi la différence entre le désir masculin et le désir féminin, puisque tu sembles indiquer cette différence? Écoute, ça, je te laisserai peut-être le répondre, mais je ne sais pas.
Je toi pense qui que... as souligné, c'est toi qui as souligné que c'était le désir féminin. Sachi, c'est vrai ou pas? Alors c'est donc que tu, Oui, mais tu conçois une différence. Non, je pense qu'il n'y a pas de définition du désir. Il est personnel et multiple, j'imagine. Donc je le positionne par rapport à moi, par rapport à cette femme et par rapport à mon imaginaire. Après, je pense qu'il y a peut-être des rythmes qui peuvent être différents, par exemple. Je pense qu'il peut y avoir des approches qui peuvent être différentes. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu entends par des rythmes ou des approches? Alors en fait, pour cette pièce-là, je me suis inspirée d'un livre de Jean-Luc Nancy qui s'appelle L'Iliade du rapport sexuel et qui va déterminer assez clairement les 6 points du désir, qui vont être l'appel, ce qu'on pourrait dire le sex appeal, puis ensuite il y a le mouvement, l'approche, et puis il détermine comme ça comment petit à petit le désir, c'est le rapprochement entre 2 corps lointains qui vont se rapprocher dans l'espace jusqu'à quelque part dans le rapport sexuel ne plus avoir d'espace. Donc je me suis inspirée de ces points-là, voilà, assez clairement. Après, je n'ai pas positionné par rapport au fait qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le leitmotiv de la pièce, mais c'est un point de vue féminin. Si je t'embête avec cet aspect-là, c'est parce que la 3e partie de la pièce, sur la bande de gazon du fond, on voit apparaître des postures entre l'homme et la femme qui sont très clairement issues de l'après-midi d'un faune de Nijinsky, du ballet de 1912. Or, le poème dont s'est inspiré Nijinsky, de Mallarmé, commence par « Ces nymphes, je veux les perpétuer ». Il y a donc quelque chose de clairement, purement, vraiment sexuel et de conquérant dans la démarche du faune, telle que l'écrit Mallarmé et telle que la reprend Nijinsky. Et toi, tu l'inverses parce que la gestuelle du faune, elle glisse de l'homme. En plus, tu t'es choisi des sacrés malabars sur le plateau. Hein. C'est le désir féminin, peut-être. Bah oui, c'est ça. Hein. En fait, la raison de la pièce, c'est que c'était pour faire le casting. Voilà. Elle s'est pris que des mecs d'1m85, 1m90, taillés comme des armoires à glace. Le simple fait de les regarder, vous n'avez pas envie de leur piquer leur portefeuille. Hein, c'est l'euro qui m'inspire en ce moment. Ça doit être ça. Vous verrez, Silver, dans le genre, je ne suis pas sûr qu'il passe sous le cintre, là. Enfin, j'exagère légèrement. Donc, Mallarmé, le faune, comment ça se fait que ça glisse comme ça? Non, mais ça, c'est vrai que par rapport à l'historique de la danse et évidemment de ce ballet qui est le premier ballet érotique, peut-être, on pourrait dire, je ne sais pas, mais en tout cas dans les ballets qu'on connaît. Moi, j'avais dansé la petite faune, la petite nymphe quand j'étais en formation. Je me souviens très bien de cette chorégraphie, etc. Et je me souviens un petit peu d'être un tout petit peu dérangée par la place du faune qui, lui, tranquille et tout seul, et il a 6 nymphes à disposition, il peut choisir celle qu'il veut, etc. Donc, il y avait ce côté un petit peu fantasmatique, un petit peu du masculin. Et puis, du coup, j'ai juste inversé les rôles et puis j'ai mis la nymphe, l'imaginaire de la nymphe. Une femme au soleil, c'est la revanche de la nymphe. Voilà. Sauf que tu sais qu'en 1920... Non, c'est pas une revanche, c'est un autre point de vue, un autre penchant. En 1920, quand Diaghilev a voulu reprendre l'après-midi, il n'avait pas de danseur sous la main. Alors tu sais ce qu'il a fait? Il a demandé à Bronislava Nijinská, à une femme, la sœur de Nijinsky, de danser le faune. Et pendant pratiquement 1 an, le faune a été dansé par une femme. Mais donc les nymphes étaient aussi des femmes? Oui. Ah, ok. Ben voilà. Dis donc, Jeanne, toi qui avais quand même travaillé pas mal sur les diagnostics, t'es descendu assez profond dans l'analyse de la psychologie, est-ce que tu vois une différence entre le désir masculin et le désir féminin? Parce qu'en plus, dans Compact, il doit y avoir quand même une histoire de désir, ou alors vous aurez un problème à un moment ou à un autre. Tu nous racontes? Oh, pardon, excuse-moi, Maureen. Dans Compact, je ne me suis pas intéressée à cette question du désir, je me suis intéressée à la question de la contrainte du corps de l'autre. Et il s'avérait que j'ai choisi le corps d'un homme, mais j'aurais très bien pu faire la pièce pas avec n'importe le corps d'une lequel femme. quand même en même temps. Comment? Pas n'importe lequel en pas plus n'importe quand quel même. homme, évidemment. Mais du coup, la question du désir, je pense que tu as très bien répondu, Perrine. Le désir, il n'y a pas de définition. Chacun a sa notion du désir, qu'on soit un homme ou une femme. Enfin, à mon avis, c'est tellement subjectif comme question. Mais voilà, je ne sais pas comment je peux rebondir. Vous êtes tellement imbriqués
qu'à un moment ou à un autre, enfin, dans la pièce, quand on le voit compact, il y a à la fois quelque chose du désir qui se joue, mais aussi quelque chose... il y a un moment où la proximité de l'autre... Herman, ouais, fais pas l'imbécile et viens là. Arrête de jouer avec ce ventilateur, tu vas casser quelque chose. Mais tu viens t'installer là. Oh, arrête de faire l'imbécile. Oh, ces chorégraphes, ils sont insupportables. Toc, et ben voilà, tu vois qu'il n'y a pas de problème. Mais si, Donc Herman Nieffus, sous prétexte qu'il est dans le jardin de la Vierge, il croit pouvoir arriver comme un évaporé. On est en train de parler d'un sujet qui ne t'intéresse pas du tout. Non, donc on était juste en train de parler du désir. C'est vrai que c'est un sujet que tu ne connais pas du tout. Là, ta pièce ne travaille pas du tout sur cette question-là. Pas du tout. Ça s'appelle, comment déjà Takasutra. Takasutra toi-même. Donc, dans Compact, on a vraiment le sentiment qu'il y a à la fois l'attirance profonde pour le corps de l'autre, et puis il y a un moment où le corps de l'autre, il est tellement proche qu'il finit par en devenir insupportable. Exactement. Et on essaye et on le repousse. Alors, d'abord, dans le travail, quand vous avez élaboré tous les deux la pièce, enfin, peut-être pas tous les deux, d'ailleurs, je m'avance peut-être. Si, j'ai évidemment pensé la pièce en amont et eu l'idée de départ, mais on a évidemment créé la pièce ensemble, vu qu'on est... Alors, comment on passe de ce moment... Qu'est-ce qui prime? Le moment où on est proche des corps? Le moment où on trouve le corps de l'autre tellement proche et tellement entreprenant qu'on a envie de le repousser? Qu'est-ce qui est premier? Pareil, je pense qu'il n'y a pas de loi sur qu'est-ce qui est premier. Non, mais moi, je parle que de Compact. Hein. Pour Compact, moi, je me suis questionnée sur le fondement des relations entre les êtres. Et pour mettre l'accent sur cette question-là, j'ai du coup mis l'aspect du corps de l'autre comme une contrainte. Et j'ai voulu imbriquer deux corps pour mettre en exergue, en fait, tout simplement, la relation entre deux êtres. Donc j'ai poussé à l'extrême ce contact. Et... du coup, à quel moment ça devient insupportable? À quel moment est-ce qu'on s'y retrouve? À quel moment la dramaturgie, elle s'est faite toute seule. Deux corps qui se retrouvent emmêlés l'un dans l'autre. Au départ, c'est gênant. Donc, ça veut dire que donc le premier, c'est la contrainte. Le premier est la contrainte. Tu viens de le dire. Tout à fait. Et donc, si le premier, c'est la contrainte, comment on transforme cette contrainte en moteur de la gestuelle? En fait, c'est une écriture sous contrainte, un peu comme l'Oulipo ou des choses comme ça. Donc, comment c'est devenu le moteur de la construction de la pièce, cette contrainte? Mais c'était le moteur de départ. Oui, mais comment? Donc, tu t'es mis en studio, vous êtes mis concrètement, vous êtes mis en studio. On s'est mis en condition, oui, on s'est tout de suite emmêlés. Vous êtes emmêlés et puis vous avez... Oui, la contrainte était très simple, c'était rester emmêlés l'un dans l'autre pendant tout le long de la pièce. Donc on s'est pris la tête concrètement en studio à trouver toutes les différentes possibilités et manières de s'imbriquer l'un dans l'autre, de se déplacer, de rouler, de danser évidemment, parce que le but reste de montrer une pièce de danse. Tout en alliant notre technique hip-hop, parce qu'on est tous les deux issus de la danse hip-hop et on a une technique qui est issue de la danse hip-hop. Je dirais pas, ça devient contemporain parce que la contrainte est un peu sort de l'ordinaire. Mais voilà, on s'est tout simplement pris la tête sur une architecture, un Rubik's Cube de corps et de bras. Vas-y. Mais du coup, la question c'était comment ça commence? Oui. Du coup, c'est le processus inverse. Avant de parler de comment le désir y naît, qu'est-ce qui se passe quand deux corps sont collés? Et du coup, ça rejoint un petit peu la question que tu me posais. Du coup, ces deux corps qui sont collés créent des désirs différents au début. On a des désirs complètement différents. La preuve, c'est que la première image, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, jusqu'à ce que le désir devienne commun. Oui. Moi, c'est ma sensation. On a le même... Oui. On a un désir qui est différent jusqu'à ce que... 30 secondes, il y a une divergence là. Parce que le désir du départ est clairement, on a tous les deux envie de se séparer et de s'en sortir. Et c'est dans l'emmêlement que finalement on trouve un plaisir à se... Mais on est d'accord que le désir commun, ou du moins la fusion et l'osmose, naît beaucoup plus tard.
Chers spectateurs, vous assistez à quelque chose d'assez intéressant, c'est que les deux interprètes et co-créateurs de l'œuvre divergent quelque peu sur leur interprétation. Je pense que la représentation de ce soir va être... je vous encourage à prendre un billet, ça va être costaud. Ah, moi, je trouve ça bien. Qu'on arrive encore à avoir de la fraîcheur. Donc, comme oui, non, mais je regarde, trouve ça parfait. je trouve ça bien. Mais j'entends parfaitement et je suis largement d'accord. Mais moi, c'est juste pour revenir à l'idée du désir. Et si on peut revenir un peu en arrière sur le désir homme-femme, je ne sais pas s'il peut être décelé dès le départ dans la pièce et par les spectateurs, mais j'ai l'impression qu'il fusionne et qu'on ne peut même plus parler de clivage en fait, à un moment donné, c'est que ça devient un désir commun. Et même au tout début où c'est un désir de détachement, c'est un désir commun. Et est-ce qu'on peut le différencier entre homme et femme? C'était plus la question actuelle, alors, mais en tout cas pour y revenir... Raphaël, on reviendra puis on parlera de Domino juste après, mais là on a quelqu'un qui sur on a deux personnes qui sur la question du désir ont un tout petit peu eu à œuvrer en la matière. D'abord, c'est Saatchi. Saatchi, la pièce s'appelle Bruissement de pelle. C'est à la parenthèse le matin, à la fraîche. Et c'est une histoire d'amour. Tout ce qu'il y a plus banal sur le fond. Sinon que... C'est assez curieux. Vous imaginez, quand on a une histoire d'amour, ça nous arrive de prendre un râteau, voire de rouler une pelle, de dormir tête bêche. Eh ben, Saatchi, elle a pris tous ces mots-là au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a des râteaux, des pelles, des bêches, des pioches, des binettes et autres faucilles et instruments divers avec lesquels l'intégralité de la pièce est construite. Ça commence par un prologue, ils sont à l'extérieur, elle transforme son compagnon, futur compagnon, parce que c'est à la fin de la pièce qu'on sait que c'est son compagnon, ça finit par arriver, en espèce d'épouvantail, avec tous les instruments en équilibre. Le pauvre essaye de se débarrasser de tout ça, il en tombe par terre, c'est absolument un carnage. Et puis ils vont mettre une demi-heure pour s'apercevoir que dans le fond, ça colle, quoi. On ne l'a pas du tout écrit dramaturgiquement comme une histoire d'amour, mais comme des scénettes sur différentes manières d'aborder l'autre, une sorte de parade amoureuse qui se réinvente à chaque fois, avec une scénette, un happy end, mais c'est la façon de dialoguer au travers d'outils agraires qui se transforment en objets d'attraction, de communication, de rejet, et qui permettent de séduire, d'attirer, de ramener l'autre à soi, de le repousser et de réinventer à chaque fois une forme comme les parades animales. Mais tu m'accorderas que c'est quand même assez inhabituel que d'essayer de séduire sa promise ou son promis en lui offrant un bouquet de râteaux ou de binettes usagées. On fait plutôt avec des fleurs d'habitude. J'ai un amoureux qui m'offrait des tire-forts, des remorques, des containers. Donc oui, ça, le container, j'ai vu le container. Chacun... moi, un bouquet de fleurs ne m'émeut pas beaucoup, mais par contre, on m'offre un tire-fort, ça m'émeut plus. D'accord. Et... c'est né de quoi ces instruments qui sont... On a commencé en fait sur une pièce de Mohamed El-Khatib, oui. Qui s'appelait Chip, où il nous a mis entre nos mains une pelle et nous a dit « faites quelque chose avec cette pelle ». D'accord. On a commencé très fort avec cette pelle et la matière qui en sortait était tellement contagieuse et importante qu'on a décidé... Proliférante. Oui, proliférante, que Mohamed coupait au fur et à mesure. Et on s'est dit, bon, on va faire comme Mohamed, c'est-à-dire comme Mohamed, lui, prend de la vie des gens pour en faire une fiction-réalité, on va prendre de sa pièce pour en faire une autre pièce. Donc on est parti de cette... de l'utilisation rationnelle des restes. Voilà. Et alors, vous avez fait les brocantes, tous les deux? Oui, on fait tout. On a même commandé des outils à une ferronnerie au Japon, des artisans, une famille qui existe, qui depuis 200 ans forge à la main des outils. Et sur les outils, il y a même leurs tampons, il y a deux lignes de calligraphie, et
au milieu un cœur, ce qui est assez étonnant parce qu'au Japon, le cœur apparaît très très tard dans l'histoire du Japon. Et c'est pas un kanji habituel Non, il n'y a pas de cœur au Japon. Le cœur, il est apparu avec les jésuites, mais il n'y avait pas de cœur avant. Donc il y a un cœur au milieu de cette... certains outils sont tamponnés avec un cœur. Les outils, vous les cherchiez ensemble ou bien chacun amenait les siens? Comment ça s'est passé? Ensemble, il a récupéré la pelle de son grand-père, je me suis fait offrir des pelles. Enfin, ça vient un peu partout. Et il y a par exemple un moment de jonglerie où vous passez d'une grande pelle à une petite pelle pour enfants. Oui. C'était compliqué de jongler avec les grandes pelles? C'était plus facile avec la petite? Non, on aimait beaucoup l'objet, la miniature. De la grande pelle passer à la petite, il y a quelque chose dans la miniature qui est plus ludique, absurde. Donc, et puis c'est vrai que sur certains lancers, c'est beaucoup plus facile de lancer une petite pelle qu'une grande pelle où je suis un peu maladroite. Donc, tu parles. Non, c'est vrai. C'est ça. Il faut savoir que Saatchi, outre le fait de savoir jongler, danser absolument remarquable, de façon remarquable, certains se rappellent peut-être du projet Mallarmé qui avait été réalisé à la Chartreuse avec Andy de Groot en 2009. Et Saatchi, évidemment, faisait partie de ce projet parce que Andy de Groot, ça a été un des grands, comment on va dire, mentors, des phares un petit peu de très très grand monsieur. Et puis Saatchi, on l'a vu aussi faire du tissu avec James... Non, c'était de la corde. La corde avec James Hiré. Et puis surtout, il y a ce container que vous avez transformé en gigantesque origami. C'était d'ailleurs le titre de la pièce. Vous imaginez un immense container qui est entièrement découpé. Et alors, ils passent leur temps à déplacer les morceaux du container et elles dansent à l'intérieur de tout ça. Tout à fait spectaculaire. Alors, la prochaine fois, c'est quoi? Tu travailles avec une centrale nucléaire non, avec des Chiliens. Oui, c'est quoi comme instrument, ça, le chilien? Avec des amis chiliens. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout un projet d'installation, des installations avec des chaises. Ah, des chaises. Ah oui, quand même. On s'attaque aux chaises. Oui, on s'attaque aux chaises maintenant. Bon, Herman, t'as entendu toutes ces histoires de désir? Oui, mais tu prends une bouteille d'eau, oui, c'est une bonne idée. Vous êtes carrément, vous êtes adressé carrément aux spécialistes. Vous avez pris le Kama Sutra. Oui, enfin, il faut, puisque donc, je ne sais pas si les gens connaissent le principe du sujet à vif. C'est des rencontres, c'est des mariages forcés. Enfin, on est mis ensemble. Donc, il fallait bien qu'on crée. Enfin, on est mis ensemble. Donc, je fais une Takasutra, donc la pièce que tu présentais. Je le fais avec une actrice qui s'appelle Sophie Catani. Et en fait, donc c'est le SACD et le Festival d'Avignon qui proposent des rencontres dans le cadre du sujet à vif. Donc Sophie, je ne la connaissais pas du tout. Donc effectivement, il fallait bien qu'on crée du désir. Et donc nous, on l'a pris au pied de la lettre. Sophie lisait à ce moment-là une nouvelle traduction du Kama Sutra, qui est une traduction de Frédéric Boyer, qui est une très très belle traduction parce qu'il a pour la première fois traduit, on va dire, littéralement du sanskrit en français sans repasser par l'anglais. Oui, c'est ça. Parce que souvent, le Kama Sutra, en fait, c'est des traductions de l'anglais en français. Et un anglais plutôt 19e en plus. Voilà, donc, très chaste. Donc c'est une grande interprétation du Kama Sutra. Et l'idée qu'on a du Kama Sutra est plutôt un livre sur le cul. Et en fait, c'est pas que ça du tout. Bon, nous... Quand même un peu. Ah, n'exagérons rien. Non, il y a aussi... comment se rendre désirable, comment se quitter. Enfin, il y a plein de chapitres qui n'ont rien à voir avec l'acte sexuel en soi. Voilà, bref, mais voilà, nous, mariage forcé, donc comment créer le désir? Eh bien, voilà, on est commencé. En fait, on est un peu comme deux missionnaires du sexe. En position. En position. Un peu comme si, voilà, du Jane Fonda du cul, voilà, on va dire, des spécialistes, mais très techniques, très protestants aussi. Enfin, on n'est pas du tout dans une... Oui, tu es hollandais, voilà, très hollandais, très 17e peinture hollandaise.
Enfin, bref, avec beaucoup, donc, mais très sérieusement, donc on veut partager avec le public ces positions du désir, du sexe. Alors, structurellement, la pièce, c'est une série. Vous voyez, c'est les séries de positions tel qu'on peut l'avoir dans un manuel. Ce sont les positions que vous avez en quelque sorte combinées pour finir, parce que c'est pour que ça devienne une véritable séquence. Et cette séquence, vous la reprenez 3 fois de mémoire, et de plus en plus vite. Et plus vous la non, prenez... c'est pas de plus en plus vite, mais en fait, ce qui change, c'est en fait, donc la maîtrise qu'on... Enfin, ce qu'on veut montrer comme une leçon du Kama Sutra qu'on veut donner au public, on s'y perd à fur et à mesure. Et en fait, on perd notre maîtrise et de la raison, on va plutôt dans l'instinct, dans l'animal, dans le décalé, quoi, on va dire. On perd la maîtrise qu'on est en train d'enseigner au public à fur et à mesure. Et là aussi, mais il y a une répétition, oui, d'une phrase qui est notre phrase mère, oui, qui est toujours aussi intercalée par une Madison qu'on reprend aussi de différentes façons avec des musiques différentes. Voilà. Et le désir là-dedans, il est né ou pas? Ah oui, complètement. Oui, ce qui est incroyable, c'est que dans cette histoire, on s'est vraiment rencontrés avec Sophie. Alors, attends, de quel désir tu parles? Je ne sais Cochon. pas. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est l'entre-deux. Est-ce que je suis devenu hétérosexuel grâce à la pièce, tu veux dire? La question peut se poser? Non, mais c'est vrai. Non, mais... Mais non, encore? Je peux dire que j'ai surtout retrouvé ma forme de danseur en faisant cette pièce. Parce que ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas été sur scène, qu'après une rupture de tendon d'Achille. Pourquoi je parle de ça? Ça n'a rien à voir avec ta question. Mais voilà, je me suis retrouvé dans le plaisir du physique. Et c'est vrai que dès le premier jour, donc avec Sophie, on s'est trouvé dans des positions quand même... Bah, s'il n'y avait pas une vraie confiance entre nous, une entente, une compréhension, on n'aurait pas pu faire ça, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un avec qui physiquement et mentalement, ça c'est tout de suite, on s'est tout de suite compris et tu connais Fernandel? Oui, je connais. Il y a un film qui s'appelle François Ier, tu l'as vu? Non. Bah, dans François Ier, Fernandel il explique au roi François Ier comment on doit danser la Java. Ah. Il lui explique, bah, vous savez, sire, la danse est affaire de contact. Alors, en quoi ce contact, dans la danse, fait émerger le désir? Tu parles de nous sur scène ou comment chez le public ça fait la question peut se poser, est-ce que c'est la même chose? Il y a un regard sur le corps par le public qui est très lié au désir, je pense, oui. Et des fois mal placé. Parce que ça peut être mal placé? Je pense qu'il des fois, ça nous échappe que les danseurs peuvent être regardés comme des beaux corps, quoi. Alors que nous, on espère ne pas trop être là-dedans, quoi. Tu penses que le public te regarde comme un beau corps? Non, mais... c'est possible, mais il est libre. Je m'en fiche un peu, en fait. C'est possible, il a raison, Herman. C'est vrai qu'on n'est pas totalement... on contrôle pas tout. Et puis après, c'est le spectateur est libre d'interpréter ce qu'il veut, en fait. Je trouve. Bon, Brahim, tu dois trouver que toutes ces histoires-là sont bien éloignées de ta pièce, qui est quasi métaphysique, planant sur les désirs mais alors, cette fois-ci, d'ailleurs, et les poèmes de Caroline Carlson. Oui. Bah, après, il y a aussi des pauses. Un peu comme vous parlez de Kama Sutra, qui n'a rien à voir, bien sûr, sexuellement, mais je pense que la rencontre avec Caroline a été très belle. Caroline, bon, bien sûr, est une grande poète. Elle écrit la poésie, il y a aussi toute la calligraphie qu'elle dessine. Il faut peut-être préciser, parce que tout le monde n'est pas nécessairement spécialiste, puis même sans être spécialiste. Bien sûr, Caroline Carlson, c'est quelqu'un de très connu, mais je rappelle pour la seule personne qui était juste derrière, en bas, là-bas, qui ne savait pas que Caroline Carlson est une très très grande chorégraphe. Wow.
arrivée en France en 1970 et qu'elle a commencé à éclater littéralement à Avignon en 1972 dans une pièce d'Anne Béranger qui s'appelait Rituel pour un rêve mort. Voilà, excuse-moi, c'était la minute encyclopédique du professeur nécessaire. Non, c'est vrai que voilà, quoi, c'est une chance déjà de rencontrer cette grande dame de la danse. Et alors c'est vrai que depuis tout à l'heure j'écoute un peu tous les artistes, tous les chorégraphes sur leur propre spectacle, très respectueux. Et moi personnellement, je suis pas rentré, je travaille pas dans, pour l'instant je ne travaille pas dans ce sens-là, que je respecte bien sûr parce que c'est très beau. On a toujours des choses à dire, on est là pour les dire et les faire. On travaille avec notre corps, on ne vient pas avec simplement que la tête. C'est aussi le corps qui va parler. Donc tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est très intéressant et touchant aussi en même temps parce que on a travaillé notre corps, on travaille nos mouvements, on travaille notre corps, la beauté du mouvement, de la danse. Et si on ne la met pas en place, en scène, je pense que ça ne sert à rien de danser, autant faire de la musique et basta. Nous, on est là en tant que danseurs, alors que ça soit hip-hop, parce que je suis danseur aussi hip-hop. Donc, je rejoins justement Jeanne, que je connais très très bien. Donc, nous, c'est plus compliqué dans un sens. Le hip-hop est une danse de rue. Et tu avais d'ailleurs longtemps animé dans la rue La Danse. À l'époque, oui. Je viens de la ville de Roubaix, dans le nord de la France, les Hauts-de-France. C'est vrai que notre danse hip-hop est basée dans la rue et qu'à l'époque, on était très pudique. Dans le sens où déjà on ne voulait pas se confronter entre guillemets à danser avec quelqu'un d'autre. C'était plutôt personnel. Notre danse, elle vient de nos mouvements qu'on allait créer. C'était personnel. On ne voulait pas que l'autre pique notre mouvement. Un peu ces problèmes-là de la danse hip-hop à la base. Et aujourd'hui, on se retrouve sur scène. On a la chance d'être sur scène et montrer un peu notre qualité, notre talent. Et Dieu merci, parce qu'on s'est battu pour ça. Alors aujourd'hui, raconter et partager nos émotions, c'est primordial. Que ça soit hip-hop ou pas hip-hop, on est artiste. Et c'est plus dur pour nous. Parce que comme notre danse elle est très technique, il ne faut pas trop en faire et il faut en faire aussi. Donc il y a des moments où on veut tellement en faire sur notre propre technique, on veut tellement montrer plein de choses sur la danse hip-hop. Et on se dit, mais pourquoi faire tout ça? Dans le public, il y en a peut-être certains qui ne vont même pas comprendre ce que je viens de faire et que ce mouvement-là, j'ai mis 6 mois à le faire, quoi. Et c'est un petit mouvement qui dure 2 secondes. Donc j'ai connu ça à l'époque où, quand je travaillais avec Farid Berki, donc mon premier chorégraphe, et j'essayais de donner plein de choses. Alors il me disait, vas-y, propose-moi un mouvement. Alors moi, bien sûr, à l'époque, j'étais très power move. Donc bien sûr, c'est tout ce qui est les acrobaties. Et vraiment, je donnais tout. Et j'avais l'impression qu'en fait, dans le public retenait seulement le moment où je faisais seulement ça. Et je me suis dit, mais waouh, j'ai travaillé pendant des années pour faire cette figure, ils n'en ont rien à foutre. Et juste, je fais ça, ça fonctionne. Et c'est après que j'ai compris que oui, effectivement, on n'a pas besoin de faire énormément de choses. C'est juste la manière comment on le fait et l'interprétation. Comment on va l'interpréter, comment on le met sur scène, quoi. Comment ça s'est passé? Tu as été voir Caroline Non. Raconte-nous l'histoire de What Did You Say? Alors, la rencontre avec Caroline, elle s'est faite en 2007. Alors, bien sûr, moi, j'ai eu la chance en 93 de rencontrer Farid Berki, qui est un chorégraphe du nord de la France. Et grâce à lui, j'ai pu déjà commencer à travailler sur l'interprétation sur scène, le vrai travail artistique. Erwan a dit Kama Sutra. D'accord. Ah, il y a eu une attaque de chien là. Et donc voilà, j'ai travaillé avec Farid Berki, qui m'a bien sûr ouvert les portes de la danse. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Morad Merzouki, la compagnie Kafi, Kader Atou, Franck Delouise aussi. Alors c'est tous ces chorégraphes-là qui m'ont ouvert leur cœur pour que je puisse évoluer dans ma danse. Et en 2006, je présente mon premier solo que j'avais créé en 2004, un hommage à mon père qui s'appelle Zarbat, le nom de la compagnie Zarbat. Et j'avais présenté ce solo-là à l'Opéra, à Montpellier,
Donc, alors, bien sûr, jouer à l'opéra à la place de la comédie, un solo, c'était grandiose pour moi parce que voilà, on s'est dit bon ben voilà, on joue à l'opéra, c'est pas n'importe quoi. Et il y a l'équipe de Caroline Carlson qui était présent le soir même. Et quand je suis rentré de Montpellier, toute son équipe sont venus me voir en me disant est-ce que tu connais Caroline Carlson? Alors, pour la petite histoire, Caroline Carlson dirigeait à l'époque le Centre chorégraphique national de Roubaix. Tout à fait. Et donc, vous étiez voisins? On était voisins et je l'ai jamais croisé en fait. Je passais souvent devant le CCN, mais c'est vrai qu'à l'époque, le CCN était très fermé entre guillemets à la danse hip-hop. C'était plutôt, ils étaient chez eux et on n'avait pas forcément entre guillemets le droit de rentrer. Et c'est vrai que quand on m'a dit que Caroline Carlson voulait me rencontrer, qu'elle avait su qu'il y avait un danseur hip-hop qui avait joué à Montpellier et qui avait une danse que Caroline, elle serait peut-être intéressée à voir ça. Donc le rendez-vous est pris et je rentre dans le CCN et Caroline me dit est-ce que tu pourrais me présenter un peu toi dans ta danse, ton travail? Alors je lui ai présenté un extrait de mon solo, Zarbat, et un nouveau projet que je voulais mettre en place parce que c'était le moment où je voulais créer ma compagnie. Et quand elle a vu le danseur en question, à la fin, elle est venue me voir, et je vous assure, je mens pas, elle avait vraiment les larmes aux yeux, et elle me dit, mais tu as une poésie dans ta danse, tu es un danseur-poète. Il y a quelque chose en toi qui dégage, et je trouve ça super, je me retrouve dans ma danse, parce que Caroline a une manière aussi de danser qui est assez belle, parce qu'elle a une manière de travailler avec ses bras, des longs bras, elle est assez grande aussi, elle fait pas 1m50, donc c'est quand même une grande personne, c'est pour ça qu'on appelle la grande dame. Et elle me dit, voilà, je suis prête à ouvrir le CCN pour toi, et pour faire un compagnonnage. Donc pendant 3 ans, si tu veux venir ici, si tu veux qu'on t'aide, on va t'aider à monter ta propre compagnie. Donc ça a été le premier rendez-vous avec Caroline. Raphaël, tu as... Ah ouais, c'est une sacrée histoire, hein. C'est une belle histoire d'amour. Tu as travaillé, toi, comme Brahim, tu as travaillé dans la rue ou tu fais partie de cette génération qui est tout de suite passée au théâtre? Non, alors je suis pas né dans la rue. Par contre, j'ai dansé dans la rue. Tu as dansé? Et les premiers instants de ma danse, c'était au COSEC à Ferney-Voltaire. Et c'était sur un... Donc les COSEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les centres sportifs multisports en fait. Et il y avait un city stade et on a posé le carton, voilà, comme énormément de gens en France et en Europe. Et c'était même pas une question de cité, c'était juste que c'était là en fait que ça se passait. Peu importe d'où tu venais de la ville, c'était là-bas. Si tu voulais danser, c'était là en fait qu'il fallait aller. Et on était un groupe de quelques danseurs, on était 5-6 danseurs. Jusqu'à ce qu'on migre parce qu'on s'est fait sortir par les footballeurs. Parce qu'un city stade, c'est quand même un terrain de foot à la base. Et on a migré dans un petit centre commercial et jusqu'à ce que la mairie et que l'un de nous ait 18 ans et que la mairie dise bon, vous arrêtez de traîner dehors, vous montez une asso, puis on vous donne une salle. Un préfabriqué avec des fourmis et des tessons de bouteilles partout, mais en tout cas on était au chaud. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ça a pris de l'ampleur et l'association est née en 2003, on dansait depuis 98. En 2003, l'asso elle naît, les gamins de la ville et du quartier accrochent et voient que waouh, ça commence à monter. Il y a des gens des autres villes qui viennent nous rejoindre, en l'occurrence Cédric, un petit peu plus tard. Parce que d'où je viens, c'est une petite ville, Ferney-Voltaire, qui est frontalière de Genève. Donc il y avait déjà une grosse activité danse à Genève, mais nous on cherchait notre identité aussi, donc on ne voulait pas aller se mélanger avec eux. Et il y avait aussi ce que Brahim a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on cherche une identité de danseur. Et c'était important pour nous que si on arrivait dans cette ville, qui est une grande ville pour la danse hip-hop à Genève, en tout cas pour la culture hip-hop, il fallait arriver avec quelque chose qui nous appartenait. Donc on a mis longtemps avant de passer la douane, mais ça a commencé dehors et petit à petit. Et j'ai eu une première expérience, moi, en tant qu'interprète dans une compagnie au Danemark, qui a fait que, ouais, ok, là j'ai capté que c'était là, en fait, que ma danse avait encore plus de sens. Et danser dans la rue, en salle, en cypher, en battle, c'était extraordinaire pour l'énergie, mais ça ne me nourrissait pas. Ça nourrissait une part du danseur et une part de l'accro à cette culture. Mais l'artiste
il dormait encore un peu et il y avait plein de choses à dévoiler que la boîte noire a dévoilé. En tout cas, que cette ambiance a dévoilé. Domino, ça se place comment dans ton parcours? C'est une pièce, tu trouves que c'est une pièce de maturité ou c'est une pièce de commencement? Domino, c'est le résultat d'un premier travail de laboratoire en 2013 avec une pièce qui s'appelait Presque, qui était une petite forme, et grâce à laquelle on a été repéré. On a été repéré dans un beau festival en région parisienne, et ensuite on a eu une belle coproduction. Quand on a élaboré le travail ensemble, on a trouvé tout de suite une piste qui était l'onde, dans la façon la plus large d'entendre ce mot et dans le sens le plus large. Et ce mot-là, il est resté en tête pendant longtemps. Lui, il a intégré une formation. Moi, je suis allé travailler au Danemark. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et disons que Domino, c'est le fruit d'une réflexion de 3 ans, je dirais, à propos de ce sujet, à propos de comment en fait une onde traverse un corps et un autre, à travers de comment on a accordé nos ondes entre sa danse et la mienne, qui étaient purement différentes et qui restent purement différentes. Donc je dirais pas que c'est une pièce de maturité parce que je suis un jeune chorégraphe et que je dirais que c'est ma 2e vraie pièce construite. J'ai un premier solo qui a été construit. On a eu ce premier laboratoire mais que j'intégrerai dans le travail de Domino. Et je dirais que c'est là où j'ai mis le doigt. C'est l'engrenage dans lequel j'ai envie d'entrer. Et je sais qu'on a ouvert une porte, ne serait-ce que pour nos 2 visions en termes de comment on veut mettre notre danse hip-hop sur un plateau, comment on veut mettre notre danse hip-hop au service d'un propos aussi, comment on fait les choix de matériaux et comment on s'est éloigné de... Ah, t'es sur la tête là? Ah bah c'est hip-hop alors. Ah non. Non. Bon, c'est une phrase que j'aime souvent utiliser parce que c'est souvent le rapport qu'on a avec un public qui découvre un petit peu le hip-hop dans un théâtre, même si ça fait quand même maintenant 20 ans que ça existe, le hip-hop dans les théâtres, faut pas l'oublier. Voire même un peu plus. Moi je dirais que ça fait vraiment 20 ans. Après bon, je maîtrise pas toutes les dates et je vais pas me battre parce que je pense que tu ça maîtrises peut-être mieux. Mais... Non, puis ça n'a pas une importance. Les années 90 plutôt. Mais toujours est-il que je pense que c'est le doigt dans l'univers dans lequel j'ai envie d'amener ma danse. Et je crois que j'ai trouvé ma patte avec cette pièce. J'ai trouvé comment je veux extraire le nectar. Comment je veux prendre un mouvement, le presser au maximum comme un citron et garder que ce qui nous semble être le plus essentiel. Et comme Brahim le disait tout à l'heure, on s'est retrouvé souvent à nous dire mais c'est hip-hop vraiment ce que vous faites là? Quand tu te retournes, tu fais ça 18 fois à la suite, il est où le hip-hop? Jeanne, la question du « il est où le hip-hop » tu dois l'entendre, toi. Comment tu réponds? Je réponds que je ne sais pas où il est. Et je me pose même pas la question moi-même, en fait. Parce que je fais ce qui me sort du cœur, ce qui me sort des tripes. Je me pose plus du tout la question de si c'est hip-hop ou pas hip-hop. Je pense que... Et toi, tu te poses la question de ce que tu fais, c'est hip-hop ou pas? Parce que tu représentes quand même, on va dire, il y a eu un spectacle qui s'est appelé Old School, où on a vu réapparaître les pères fondateurs, en quelque sorte. Et toi, Brahim, tu fais un peu partie aussi, directement en contact avec Farid, avec tout ça. Oui. Bah, est-ce que tu te poses encore la question, c'est hip-hop ou c'est pas hip-hop? Non. Comme dit Jeanne, c'est clair que nous, aujourd'hui, moi, j'appelle plus... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus du hip-hop. Pour moi, c'est un hip-hop... le nom hip-hop existe tout le temps, mais c'est un hip-hop contemporain. C'est un nouveau hip-hop, c'est un hip-hop futur. Quand moi je dis un hip-hop contemporain, c'est qu'on le travaille, ce hip-hop. On le fait évoluer. On ne va pas garder les techniques de ce qu'on faisait à l'époque. Moi, je viens d'une génération des années 80, parce que j'ai commencé la danse en 84. Si je faisais exactement ce que je faisais il y a 20 ans de ça, pour moi, je ne vois pas l'évolution de la danse. Et on se doit de faire évoluer le mouvement. On a passé le message. Le but du hip-hop était de passer le message, de transmettre le message, le côté positif, tout mélanger, aller dans les quartiers, changer sa manière de penser aussi. Et c'est ça qui nous on s'en est sorti grâce à ça. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais les choix. J'habitais dans un quartier qui était très, très, très dur. Et si j'avais pas eu le choix de me dire, bon, je me lance, entre guillemets, dans cette danse-là, je pense qu'aujourd'hui, je serais même pas ici et je sais où je serais.
Parce que j'ai des personnes que je connaissais à l'époque qui aujourd'hui, voilà, ils sont très loin. Donc, alors, on va peut-être demander, on a un jeune danseur, Cédric, tu te sens danseur hip-hop, danseur contemporain, ou aujourd'hui, ces catégories-là n'ont plus de sens pour toi? C'est une bonne question. C'est vrai que, pour reprendre par rapport au hip-hop, il y a vraiment, j'ai l'impression, un désir quand même d'utiliser cette source qu'on a et cette énergie qu'on a quand même beaucoup, qui nous a vraiment alimenté, qu'on a beaucoup travaillé en fait. Mais il y a aussi un désir de casser complètement les codes et de chercher en fait, de vraiment chercher une identité dans la création et dans ce qu'on propose dans un théâtre sur scène. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir un père fondateur comme ça du hip-hop devant toi? Est-ce que tu as l'impression d'être en face d'une légende? Arrête, on dirait que je suis vieux là. On est à peu près du même âge, genre t'inquiète. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Bah, Karim, Brahim, ouais, mais j'ai pas forcément entendu parler plus que ça. Moi, j'ai commencé effectivement avec Raph à Ferney. C'était un truc très local, on était ce groupe-là. Et après, j'ai eu beaucoup un désir d'explorer le plus de choses possibles. J'ai toujours eu ce désir-là, de vivre le plus de choses avec mon corps. Et du coup, voilà, je suis aussi parti dans le contemporain, dans d'autres choses. Et il y a pas un... J'essaye pas de... En fait, pour moi, pour l'instant, ma recherche, c'est vraiment de vivre plein de choses, d'expérimenter pour voir jusqu'où ça casse les codes et qu'est-ce qui peut se recréer en bouleversant tous les... Tu peux nous raconter, Domino, c'est quoi cette pièce? Domino, j'ai l'impression que c'est une recherche constante d'alimenter... donc en fait, il y a une scénographie très contraignante. Tu peux la décrire rapidement? La décrire, ouais. On va dire que c'est un labyrinthe, oui. Tout simplement. Un labyrinthe qui prend toute la scène. Et du coup, il y a quelque chose de très contraignant dans la manière de travailler avec ça et d'intégrer à ça... Pardon. Oui, bah okay. Oui, c'est... Excusez-moi. Les micros, ça a des contraintes. Ok. Donc il y a vraiment un travail par rapport à cette scénographie qui est arrivée assez tôt quand on a recommencé à créer Domino. Et du coup, on est en constante recherche de comment, avec cette scénographie, on va pouvoir puiser aussi dans notre source de mouvement et aller plus loin là-dedans. Et aussi construire notre relation. Parce qu'en fait, cette scénographie, d'une certaine manière, elle contraint aussi notre relation. Elle crée vraiment, il y a un visuel qui crée vraiment une sorte de névrose, quelque chose de psychologique qu'on n'arrive pas, où il y a une distance entre nous en fait. Et l'idée, c'est vraiment de se rejoindre et de toujours aller plus loin dans le rapport avec la scénographie et entre nous, et entre nos danses aussi, et dans le mouvement. Perrine, tu pourrais danser avec, tu pourrais chorégraphier ou danser avec des danseurs hip-hop? Moi, j'avais engagé Cédric dans ma prochaine pièce, donc tu vois. Ah bah alors voilà. Mais finalement, il est de nouveau en formation, donc il peut pas. Donc oui, bien sûr. Après, moi, je connais rien en hip-hop et je pense que je serais vraiment nulle pour danser ça. Bah, apparemment, c'est pas nécessaire. Non, mais je pourrais justement choper des petits trucs, des petites mains, par exemple. Ça, je pense que j'y arriverai. Parce qu'apparemment, c'est quand même des sacrés. C'est des. Bah voilà, ça va dans la quand même, hein. Des corps masculins. Toi qui aimes bien les costauds. Tu me fais une réputation. J'aime pas les... Parce que voilà, il veut savoir comme Herman m'habille. Non, mais ils sont pas spécialement costauds. C'est des beaux garçons jeunes et dynamiques. Ce serait quoi ta prochaine pièce? Parce qu'elle doit nous quitter, Perrine. Ma prochaine pièce, ouais. J'ai d'abord une prochaine pièce au Centre culturel suisse en septembre, mais qui est un solo, c'est pas celle-là où Cédric devait travailler. La prochaine, elle est à l'ADC en avril. Voilà, pour 7 danseurs. Et là, avant que tu nous quittes,
Une femme au soleil, c'est 18. C'est 16 16 heures heures, aux hivernales, les hivernales. dans le cadre de la sélection suisse en Avignon. Voilà. Jusqu'au 20. Jusqu'au du 10. Tout à l'heure, c'est pour ça que je dois partir, jusqu'au 20. Voilà. La première est tout à l'heure. Bon, ben maintenant, quand tu veux partir, tu nous fais signe. Voilà. Je vais y aller. Et ben voilà, parfait. Bon voyage. Merci. Bon, te laisse pas troubler. Redonne-nous un petit peu. Donc, la scénographie. Sauf qu'à la fin, la scénographie, il n'y a plus de scénographie. Voilà. Alors Alors, eh ben, il y a plus de scénographie parce que il y a ce désir aussi d'enlever ce dernier voile en fait, qui est comment à l'intérieur de la scénographie on arrive à quand même de plus en plus se retrouver, mais qu'elle est toujours là et qu'elle bloque toujours quelque chose dans l'espace, qu'elle empêche quelque chose. Et du coup, il y a ce désir qui arrive de l'enlever et de transformer en fait. C'est un désir de transformation parce que la pièce, elle parle beaucoup de l'influence, de comment on s'influence l'un l'autre et comment on transforme les choses ensemble. Et ce jeu il y en a un qui transforme, l'autre transforme, comment ça passe de l'un à l'autre, comment c'est les deux en même temps. Vraiment cette recherche-là de ping-pong un peu entre... Voilà. En fait, dans toutes vos pièces, on s'aperçoit qu'il y a cette notion de contrainte. Et à partir de la contrainte, l'élaboration, le développement de la pièce. La contrainte, elle t'a été imposée de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est plus compliqué quand on a à gérer comme ça. Je pouvais ne pas accepter, hein, quand même. C'est pas imposé. Oui, enfin, en même temps, dans une carrière, refuser une commande comme le sujet à vif. C'est vrai que c'était un challenge, quoi, de faire une pièce avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Même si, dès la première rencontre, on a eu l'impression de tout de suite se comprendre. Mais en plus de ça, c'était donc quelqu'un venant du théâtre. Donc, en 3 semaines de création, c'est vrai que c'est très peu de temps en fait pour se rencontrer. Donc, on a eu de la chance de vraiment être sur une même longueur d'onde, d'avoir on avait le même humour, je crois. Et on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé en apprenant nos phrases, nos enchaînements de positions du Kama Sutra. Et après aussi, on avait envie quand même d'être dans d'autres états que ça, d'être dans le lâcher-prise, de l'émotion, de la relation entre un homme et une femme. À un moment, donc moi, je meurs, m'évanouis, on ne sait pas ce qui... ça reste très ambigu. Pardon ? Ça reste très ambigu. Ça reste ambigu, mais voilà, elle du coup, elle se trouve seule... à continuer soit la leçon ou à exister et je crois qu'il y a il y a une bascule d'un moment de cette comment dire, cet humour un peu british, très ou hollandais, en recul, tout ça en distance, et où on avait envie aussi de réellement aller dans le corps, l'émotion, d'enlever la protection, d'être dans quelque chose de sincère, quoi, voilà. Elle avait fait de la danse Non. Alors, ta partenaire. Par contre, parce qu'elle fait un super cambré. Oui. Oui, tout à fait. Et en fait, elle a été gymnaste. Enfin, elle a fait beaucoup de gym. Elle était une bonne gymnaste quand elle était jeune, donc voilà. Non, mais c'est vraiment pas une danseuse, non. Et la petite séquence de Madison qui revient à... Tu as reconnu d'ailleurs la source de ce Madison ? Non. C'est Bande à part de Godard. Ah. Dans le café. Oui, effectivement, je ne l'avais pas reconnu. Parce qu'on le danse très mal alors. Non, c'est parce que je ne l'avais pas reconnu, ça n'a rien à voir. Et comment elle l'a appris ? Parce que quand on n'a pas fait de danse... C'est drôle. Alors, puisqu'on était dans cet enchaînement alors les positions de Kama Sutra, donc on a travaillé sur une œuvre d'une photographe qui a fait
Bon, bref, non, mais ça, c'est une anecdote qui n'est pas très intéressante. Mais on était donc tout le temps dans des positions. Et même le Madison, j'ai trouvé des Américains qui ont déchiffré le Madison du bande à part. Donc, il explique à l'américaine. Ready for lesson number 1. Et on l'a appris comme ça avec Sophie. Tous les jours, on a fait. C'est un tutoriel sur Internet avec 3 danseurs américains qui ont pris le Madison de Godard. C'est très étrange, mais et surtout il y a très peu d'humour, quoi. Ils font très sérieux, mais nous, ça nous a beaucoup plu, ça nous allait très bien. C'est énorme, ça. Ça correspondait bien à dans quoi on était. Et alors après, qu'est-ce que je voulais dire et pareil, donc du coup, aussi pour se préparer physiquement, on a fait un 5-minute workout que sur le téléphone, tu as des applis où tu fais les abdos, les fessiers, tout ça, avec Get ready for the mountain climber. Et 10, 9, et en fait, du coup... Donc c'est une pièce chorégraphique entièrement fabriquée à la maison. On est très nouvelle technologie, en fait. Ouais. Oui, je vois ça. Le Kama Sutra dans les nouvelles technologies par... Mais tu sais qu'il y a des applications Kama Sutra pour le iPhone? Ah, t'as l'air très au courant, raconte. Et moi, je fais un peu de recherche. Bah oui, je vois ça. Vas-y, raconte, c'est quoi ces histoires? Non, mais il y a un appli où il y a toutes les positions avec des photos et des explications. Non. Celle qu'on a fait. Oui, non, on va jamais les sexes, non, jamais. On va juste les positions. Dans le travail sur la contrainte, là, dans Compact, tu nous as expliqué comment la contrainte avait généré la pièce. Est-ce que ça s'échange? Est-ce que tu peux parce que c'était toi la chorégraphe. Est-ce que tu pouvais donner à ton interprète la charge de tenir la contrainte et puis toi t'en débarrasser? Alors non, évidemment, parce que je suis dans la contrainte, je danse avec lui, donc je pouvais pas tout lui délaisser et lui dire tu te débrouilles avec ça. Et surtout que j'avais des images très très précises de ce que je voulais, de la façon dont ces 2 corps s'imbriqueraient, des images graphiques, parfois même purement graphiques, des enchevêtrements de jambes, de bras, donc ça n'a pas été facile du tout de s'adapter déjà l'un à l'autre, de s'adapter à nos 2 corps, s'adapter à nos 2 poids, parce qu'il n'a pas le même poids que moi, et je le porte autant que lui me porte. Donc ça a été un challenge surtout humain aussi, parce que, mine de rien, rester 8 heures par jour l'un dans l'autre, se coincer des doigts, se tordre se mettre des doigts dans l'œil, c'est pas facile, ça n'a pas été une belle paire de manches, mais on s'en est sortis, en tout cas plus ou moins. Du coup, il y a beaucoup d'humour en fait dans la pièce, parce qu'on a gardé tout ça. On a gardé, on a gardé tous les ratés finalement. Dans le fond, ils font partie vraiment justement de la contrainte. Voilà, ouais. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la manière dont on a écrit Et vous continuez à vous fréquenter? Oui, on a surpassé la période difficile. C'est vrai que c'était ça passe ou ça casse. Il n'y avait pas de. Oui, c'est risqué quand même. C'est risqué, ouais. Mais on a réussi à traverser la Manche, on va dire. Mais que dire d'autre? Voilà, je sais pas. Et de ton côté, comment tu l'as vécu toi la contrainte? Parce que dans le fond, c'est elle qui te l'impose. Ah ouais, moi j'ai accepté. J'ai accepté. T'as aussi une contrainte. J'ai aussi une contrainte. Ouais, elle me l'a imposé, sauf que la première discussion qu'on a eue à ce sujet-là, elle avait déjà beaucoup d'images dans la tête, donc je sentais qu'elle savait où elle mettait les pieds, même si ça allait être un grand vide, elle n'avait pas peur de ce vide. Donc déjà, elle m'a communiqué cette confiance, et je pense que ça a été immédiat, parce que la première fois qu'elle m'a parlé de ce propos et d'imaginer que on s'est pas, pour le coup, on ne s'est pas inspiré d'une pièce existante, on ne s'est pas inspiré de quelque chose qui existait, c'était vraiment sorti de sa tête, même si aujourd'hui on pourrait voir qu'il y a des choses qui ressemblent. Donc je crois que je l'ai accepté dans un premier temps parce qu'elle était très convaincue. Et que comme elle l'a dit, elle avait des images très très fortes dans sa tête et elle savait que bon, elle avait besoin d'un autre corps et d'un autre esprit pour faire un espèce de brainstorming autour de tout ça. Mais il y avait un truc tellement fort en elle déjà, comme à chaque fois qu'elle démarre un projet artistique d'ailleurs, que c'était une évidence en fait que je n'avais...
C'était où j'y adhérais ou pas. C'était où j'adhérais à 100% ou pas du tout. Parce qu'il y avait déjà une grosse volonté, une grosse confiance en cette proposition. Donc après, ça n'a pas été évident de tout comprendre, parce qu'évidemment, elle a tout dans la tête et ça devait sortir de sa tête sur mon corps et sur le sien en même temps. Je pense que c'était très compliqué pour elle d'être dedans. Parce que si elle avait été à l'extérieur, elle aurait pu moduler des corps comme elle l'entendait, en donnant des instructions beaucoup plus claires que quand on est dedans. Mais est-ce que c'est possible de faire ce genre de pièce en étant dehors? Oui, mais en fait, moi, mon œil extérieur, c'était ma petite caméra qui nous filmait constamment tout au long de la journée et que je revisionnais le soir en rentrant chez moi. Donc 8 heures de répète, je dirais pas 8 heures de visionnage, mais presque. Mais l'outil indispensable à la création de ce spectacle, ça a été filmer ce qu'on était en train de faire pour vraiment concrètement voir ce que ça rend, est-ce que ça marche, Mais donc j'aurais pu, je pense, oui, tout très bien écrire la pièce sans être interprète dedans. Mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'accidents qui nous est arrivés en improvisation que j'aurais peut-être pas imaginé si j'avais pas été en train de le faire, en train de l'éprouver moi-même. Par exemple, voilà, il faudrait vraiment que je rentre. Moi, j'ai un exemple très. Vas-y, dis-nous. Mais on parle d'un matériel précis dans la pièce. Oui. Il y a un moment donné qui est assez humoristique. Et malgré nous, parce que c'est pas du tout né dans l'humour, on était allongés tous les deux en train de s'étirer un petit peu les bras. Et il y a eu un mouvement un peu de... Et on était côte à côte allongés. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé où je l'ai cogné. Et je me suis pris une véritable claque qui m'a... Une véritable claque avec la joue toute rouge. Et du coup, on a gardé cette partie des claques qui n'en finissent pas parce que... Et c'est ça qui était fort, c'est qu'immédiatement, on s'est dit, waouh, voilà. Ok, c'est un accident, on est en train de s'étirer, elle vient de manger une mandale, mais il y a un truc qui vient de naître. Et voilà, il y a eu plein de petits accidents, mais ça, c'en est un concret. Il y en aurait plein d'autres à raconter. Mais il y a beaucoup de glissades aussi. Parce que tu es dans un studio, il fait chaud, tu transpires, tu es l'un sur l'autre, tu glisses sur le sol. Ah tiens, il vient de se passer quelque chose là. Donc, je pense, ouais, l'accident, il a donné beaucoup de... Oui, c'est-à-dire, en gros, plus il y a de contraintes, et plus elles sont strictes, plus on a la possibilité de faire déborder quelque chose, et de cet accident, générer du matériau pour la suite. Tout à fait, ouais. Toi, Saatchi, tu as eu comme ça des accidents qui ont été au sein de ta contrainte? Surtout la contrainte, c'est souvent les objets. C'est les objets qui te font contrainte. Là, c'est vraiment cette pièce est une rencontre avec Dimitri. Et Dimitri, il est clown. Donc, c'est pas un danseur, c'est un clown. C'est un clown avec tout un travail, un rapport au corps qui est très rythmique. C'est un perfectionniste. Et donc, il a fallu, la contrainte, c'était de trouver dans nos deux temporalités et nos formations à l'opposé, de trouver un point de rencontre pour trouver, avec l'objet, les bons tempos. Et on a passé, il y a des petites séquences qui durent 10 secondes, et moi, ça m'a pris des heures et des heures, parce que moi, je rêve, je suis très poisson rouge, et j'ai pas de mémoire. Donc, C'est ça que ça veut dire, très poisson rouge. Ça veut dire que tu te rappelles plus de ce que tu as fait il y a 10 minutes. Non, je rêve. Donc je rêve dans le mouvement et j'imprime le mouvement une fois que je suis bien dedans. Tant que je ne suis pas bien dedans et que la forme est imprimée à l'intérieur de moi comme une sorte d'architecture rêvée, je n'imprime pas le mouvement. Donc quand on me fait répéter un mouvement bêtement, comme ça, clac, 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 comme un métronome, je n'arrive pas à le mémoriser. Et Dimitri travaille de cette façon-là. Il répète, il répète, il répète, il répète, il répète, il répète, il répète. À un moment donné, il a le tempo parfait. Et donc, ça a été cette contrainte-là, mais qui était bien. J'aime bien avoir une contrainte, sinon je flotte complètement. Mais c'est pour ça donc que tu prends des objets faciles à manipuler, comme des containers. Oui, ou du coup, ça m'oblige à une concentration, une intensité, une direction. Donc, pour expliquer à Brahim, quand dans Origami, le début de la pièce, c'est en plein air et tu as un camion qui arrive. Un vrai camion, un camion remorque. Et sur la remorque, il y a un container. Et la pièce commence comme ça. Et ensuite, donc quand je te dis qu'elle met des contraintes et
qu'elle travaille avec des objets, tu vois le type de truc. Et avec des dangers. oui. Ouais. Et en plus, là, dans les objets que vous utilisez, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez coupants, relativement lourds. Vous êtes jamais blessé? Si on se blesse. Sans plus, enfin, voilà. C'est les risques du métier, quoi. J'ai une formation cirque, donc la chute, la blessure, on danse aussi. Enfin, j'ai passé mon enfance à avoir des blessures. Ça fait partie de gérer la douleur, d'essayer de moins se blesser possible et de travailler sur une blessure. Ce que Saatchi oublie de dire, c'est qu'elle est aussi une très 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 grande, je ne sais pas comment on dit, Aikidoka. Mais non, pas du tout. Mon père était un maître d'aïkido, mais moi j'ai pratiqué. Je suis née dedans comme Obélix, mais je ne l'ai pas pratiqué. Quand même. Ça laisse des sacrées traces. Hein. Brahim, dis donc, toi, la contrainte, t'aimes pas ça du tout? Alors comment? Si j'aime pas ça? Ben oui, tu fais pas. Si, non. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que là, notamment sur Roi des Dieux sait, le solo, il n'y a pas de contrainte sur cette pièce. Après, il y a eu d'autres pièces où il y avait peut-être aussi des contraintes, notamment sur Sillon. Sillon, une pièce que j'avais créée, on a joué aussi aux Hivernales il y a 2 ans de ça, qui a eu un beau succès, et tant mieux. La contrainte était justement, j'avais fait tout un travail sur les tapis de danse. Alors sur les tapis de danse, on a toujours des traces qui sont laissées par les danseurs. Et une fois, j'avais planté mon solo à Londres et on m'avait dit, voilà, comment vous utilisez l'espace scénique tout seul comme ça, en tant que danseur, comment vous posez vos énergies dans différents endroits, l'espace scénique. Et voilà, j'ai voulu créer cette pièce-là qui s'appelait Sillon, qui est pour une pièce pour 6 danseurs. Et on a ces 6 danseurs, bien sûr, qui ont chacun une manière de danser, une technique, une énergie complètement différente. Et je voulais que ces 6 danseurs-là, ensemble, voyagent sur tout l'espace scénique. Donc on retrouve bien sûr les tapis de danse où il y a les traces laissées par les danseurs, mais je ne voulais pas reproduire ce que les danseurs avaient laissé. Naturellement, oui. C'était d'écrire, effacer pour recommencer. Alors quand on était petit, on avait tous, je pense que tout le monde a connu ça, la petite ardoise magique, où on dessinait, où on écrivait un petit mot, et hop, on effaçait et on recommençait. Et pour moi, la danse sur scène, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on écrit pour effacer et recommencer. On écrit à chaque fois, on réécrit, on réécrit, on réécrit. Et la contrainte était d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et de ne pas vouloir justement se dire, comme il y a une trace qui est assez en demi-cercle, alors on va faire un mouvement en demi-cercle. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et à chaque fois, c'était d'avancer. Avancer, avancer, avancer. Alors ma question était un tout petit peu perverse, excuse-moi. En fait, je voulais savoir, et tu me réponds indirectement, ça veut dire qu'à aucun moment, les poèmes de Caroline n'ont fonctionné pour toi comme une contrainte. Tu t'es jamais senti obligé... Non, parce que... Alors, ce qui était drôle, c'est que Caroline, elle a écrit et dessiné, elle a fait toute sa poésie et une calligraphie sur un papier qui défile pendant tout le long du solo. Et donc, il y en a 2. Et les 2 font 60 mètres. Alors, tu imagines bien que Caroline Carlson, chez elle, dans son petit appartement, à écrire, à dessiner la poésie, à faire toute la calligraphie pour ce solo. Alors, pour moi, c'est un gros cadeau. Enfin, je ne pense pas que tout le monde aurait pu avoir la chance d'avoir un cadeau tel que celui-là par Caroline Carlson. Donc, le fait qu'elle ait écrit toute cette poésie, quand j'ai créé ce solo, bien sûr, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle avait écrit, parce qu'elle est tellement loin, Caroline, dans sa poésie. Il y a qu'elle qui va, entre guillemets, imaginer ce danseur-là. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu faire ce solo, parce que quand elle m'a vu la première fois, elle m'a dit « Tu es un danseur-poète ». Et je lui ai dit « Caroline, est-ce que tu peux me décrire à travers ta poésie? Comment tu pourrais me décrire, m'écrire ma danse, comme quoi je suis un danseur-poète? Comment tu me vois en tant que danseur-poète ?» Et elle a choisi 4 mots. Alors, elle a choisi la nature, l'amour, le cosmique et le mystique. Et elle voyait ces 4 mots-là dans ma danse. Et avec ces 4 mots-là, elle a fait toute une poésie, toute une écriture. Et quand moi, je me suis retrouvé en résidence,
non pas avec Caroline, parce que ce qui était encore une fois très fort, c'est que quand je lui ai demandé de venir avec moi en résidence, elle a refusé, en me disant « mais tu n'as même pas besoin de moi, tu peux le faire toi, tout seul, tu n'as pas besoin ». Et c'était plutôt flatteur de sa part de me dire « waouh, tu n'as pas besoin de moi pour le faire, ce solo-là », en sachant que j'avais déjà fait un solo auparavant, mais c'est vrai que là, danser sur de la poésie, je me suis attaqué à autre chose, quoi. Et là, concrètement, ça veut dire que tu déroulais cet immense rouleau oui. qui est un jardin oui. Qui se déroule comme ça. Et pendant que tu travaillais, comment ça se passait? Tu déroulais, tu improvisais en studio. Beaucoup en studio, comment ça s'est fait, la contamination de la poésie et de la danse? Alors, il y a eu beaucoup d'impro, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avancer, mais grâce à cette impro, j'ai quand même gardé ces 4 mots-là. Donc, j'étais parti sur un tableau, je voulais parler de l'amour, l'amour qui vient du cœur, l'ouverture. Pour moi, c'est ça l'amour, c'est comment on va donner du cœur dans sa danse, dans son mouvement. Et je voulais un truc qui était assez grand, beaucoup de déplacements, et représenter un peu qui j'étais. Et c'est vrai que quand Caroline avait écrit toute cette poésie-là, bon, bien sûr, quand j'étais en résidence, je n'avais pas ce papier. J'avais simplement l'écriture sur papier. Une transcription. Voilà, une transcription. Mais je n'avais pas la scéno devant moi pour la résidence. Et ce qui était étrange et même fort, c'est que quand j'ai créé mes mouvements, alors c'est drôle parce qu'il y a Marie Grulich, qui est mon administratrice, qui connaît très très bien Caroline, il y avait des mots que je ne comprenais pas, et c'est elle qui me traduisait. Elle me disait « ouais, mais tu sais, elle veut dire ça sur toi, elle veut dire ça sur toi ». Et si on revenait un petit peu en arrière, les mouvements que je créais, je les créais automatiquement sans faire exprès, et ça voulait dire exactement ce que Caroline avait dit. Donc il y a des moments comme ça dans le solo où elle parle, il plant his feet, voilà, il va planter ses pieds d'aller sur un grand cercle. Quand on démarre quelque chose sur un grand cercle, on revient toujours au point de départ. Et c'est un peu comme nous dans la danse, on va partir sur un mouvement, mais on revient toujours au départ de ce mouvement-là pour pouvoir créer après à chaque fois et avancer. Et je sais pas, instinctivement, j'ai écouté la musique qui m'a beaucoup inspiré sur le mouvement qui a été créé par Emmanuel Wanji. C'est tout ça qui a fait que le solo est né, quoi. J'ai pas eu, j'ai respecté la poésie de Caroline qui m'a vachement touché, mais je pense que c'est ce que j'ai ressenti à la fois sur la musique, sa voix off aussi qui me parle pendant le solo. Et il y a un vrai dialogue entre Caroline et moi sur le plateau, quoi. À travers. Ouais, pour moi, c'est pas un solo, quoi. C'est pas un solo. Je suis seul sur le plateau, mais on est deux. Parce que Caroline me parle. Donc pour moi, c'est pas un solo. C'est plutôt solo duo, quoi. Il y a une forme de contrainte quand même, une contrainte légère, quoi, une contrainte flottante. Flottante, ouais. Moi, je trouve pas qu'il y ait une contrainte parce que je le fais tellement avec le cœur que même dans le solo, je peux me permettre d'improviser à des moments. C'est-à-dire que là, c'est pas tout est écrit de A à Z. Sinon, pour moi, il n'y a pas de danger. Et l'impro, dans le solo, c'est très important. On en a besoin de... je pense même pour toi, Jeanne, qui a déjà fait aussi des solos, on se retrouve des fois à se dire, bon, à tel moment, je vais me lâcher, quoi. Je peux faire ce que je veux. Si je veux, je danse pas. Je m'arrête et voilà. Je ressens le moment. J'ai besoin de respirer, de sentir quelque chose, une énergie, et pas de se dire je suis fatigué, je vais prendre une petite pause. On ne pose pas, on n'a pas le temps de se poser. Parce qu'on est toujours actif. Dès qu'on démarre, le rideau s'ouvre. Même si on ne danse pas, on est toujours là. Bien sûr. Voilà. Je veux juste rajouter quelque chose, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire, Brahim, mais j'avais vu ton solo en 2008 ou en 2009, je crois, à Suresnes. Yes. Ah oui, voilà. C'est vrai. Et à l'époque, je commençais tout juste à danser en tant que professionnelle. J'avais 18 ans, même pas. Et ça a été une émotion tellement forte. Ça a été un des moments tellement forts qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Et là, je ne peux pas ne pas te le dire. Donc, bravo encore. Merci beaucoup. Et voilà. Waouh. Merci, Jeanne. Il nous reste 10 petites minutes. Je voulais juste, Herman et Jeanne, vous avez aussi une programmation à venir à la parenthèse. Qu'est-ce que tu vas faire à la parenthèse ?
Alors, à la parenthèse, je vais montrer une étape de travail en fait de ma prochaine création, qui sera un trio, mais donc en l'occurrence là, ça sera un duo entre un danseur venant du hip-hop, un jeune danseur qui s'appelle Je pense que c'est nécessaire, oui, aujourd'hui. Un jeune danseur de Bordeaux qui s'appelle Marvin Klech et Dalila Katir, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est donc plutôt chanteuse au départ, mais grande performeuse. Enfin, elle a tout fait, je crois. Voilà, donc c'est un duo entre les deux. Tu as fait beaucoup de pièces avec elle, oui, avec Dalila. oui, enfin, sur scène, mais aussi elle est souvent, elle m'assiste sur presque toutes les créations. Oui, c'est quelqu'un d'indispensable dans mon travail. Dans ton dispositif, comme on dit maintenant. Et voilà, donc c'est sous forme de, on va dire, une battle entre sa voix et le corps du danseur. Ouais. On doit... Alors ça, ce sera... Parce que tu fais le sujet à vif jusqu'au 14. Jusqu'au 14. Donc on commence le 16 à la parenthèse. Ah dis non, c'est... Oui, non, ne me le rappelle pas. C'est un challenge là, hein, quand même. Ah, quand même. Ça pique un peu. Hein. Oui. Oui, ils vont répéter sans moi, évidemment, à Paris, avant de venir. Et on aura 2 heures dans l'espace, le 15, pour faire la première. C'est sans filet. Pas mal. Mais en fait, parce que, bon, que le sujet à vif, ça m'était proposé après que j'avais accepté de faire la parenthèse. Enfin, accepté, je suis en résidence au théâtre de Tremblay, enfin de Louis Aragon de Tremblay, qui donc occupe le lieu avec le théâtre Gérard Philippe. Et c'était donc assez évident, enfin, d'utiliser le lieu pour cette. Enfin, en plus, moi, de montrer une étape de travail à cet endroit, c'est bien pour la prochaine création. Et voilà, j'ai envie à chaque fois d'être dans l'aventure de la parenthèse, parce que c'est la 3e fois que je participe et ça me plaît beaucoup. Ouais. Mais après est venu le sujet à vif et j'allais pas dire non. Voilà. Oui, et Jeanne, toi, tu passes aussi à la parenthèse. Oui. Et avec quoi? Alors, a priori, c'est avec une création. Étape de travail ou création? Une création, complètement. Création, ouais. En fait, à la base, la parenthèse voulait programmer justement compact, le duo. Et il s'avérait qu'on avait déjà signé les contrats avec le théâtre Golovin, donc on s'est croisés. Et ils m'ont demandé si j'avais pas du coup autre chose à proposer, ce qui tenait absolument à ce que je sois présente à la parenthèse aussi, parce que je serai en résidence. C'est quand, toi? C'est du 18 au 22. Ah oui, donc on sera peut-être ensemble. J'ai pas vu encore avec qui je partageais le plateau, mais donc on partagera. On est du 16 au 21. Et ben c'est ça. Et ben si, on partagera le vous plateau. Partagez. Et du coup, je leur ai proposé de créer une pièce exclusivement pour. Mais comment tu vas Avignon. faire? Parce que au Golovin, ça continue. Et ben les deux se joueront en même temps, le matin à la parenthèse et le soir à Golovin. Ça sera pas du gâteau, mais cette fille est folle. Continuons. Vas-y. C'est une création, donc c'est un gros stress aussi parce qu'on a 2 heures de plateau à peine la veille de la première pour placement et filage, mais c'est une pièce qu'on va du coup vous présenter pour la première fois devant un public, et on a en plus, j'ai mis en place un concept auquel on a besoin du public pour créer cette pièce. Tu sais que normalement, pour la roulette russe, si on met 6 balles dans le barillet, c'est plus la roulette russe, c'est du suicide. Hein. On verra bien, mais moi je prends ça comme un jeu, c'est un vrai plaisir pour moi, c'est une vraie chance. Et je la prends, je croque la pomme à pleine bouche. Enfin, je veux dire, là en ce moment, je ne demande que ça, créer, et puis jouer le plus possible devant le plus possible de gens pour partager le plus possible le plaisir que j'ai à danser. Donc voilà. Et alors c'est quoi cette création? Vas-y. Alors c'est un trio féminin dans lequel je danse aussi. Et alors j'ai imaginé en fait un concept de composition chorégraphique qui est dirigé directement par le public, par un système de cartes, de chiffres. Donc c'est comme un jeu entre le public et nous, les danseuses sur le plateau. Mon intérêt en fait était d'inverser les rôles pour une fois, surtout en cette période de Festival d'Avignon où les gens enchaînent les spectacles à longueur de journée.
j'avais envie de changer un petit peu le rôle que peut avoir un spectateur et pour une fois, tiens, lui donner la carte en main et lui faire comprendre toute la responsabilité aussi qu'il y a à mettre en scène, que ce soit mettre en scène du théâtre ou de la danse. Et donc c'est un véritable jeu, en fait, voilà, entre le public et nous. Et ça, c'est une pièce de 20 minutes, une demi-heure? 30 minutes, ouais. 25 minutes, on va dire. 25 minutes. Bon. elle est remontée, là. Waouh. Voilà. Bon, Raphaël, ton prochain projet? Toi, tu l'assistes un tout petit peu dans ces facéties ou Pardon? Tu l'assistes un petit peu dans ces facéties ou tu restes à l'écart? Peut-être sur la prochaine, mais pour carte blanche, non, parce qu'on avait des plannings radicalement opposés. Carte blanche, c'est le titre, j'ai même pas dit c'est le titre de ce que j'ai présenté à la présentation. Mais peut-être sur la prochaine. Et moi, prochain projet, il y a déjà 2 pièces qui sont nées cette année, qui sont 2 solos. Après le travail de duo, on a travaillé sur 2 solos. Une qui s'appelle Labyrinthomme, qui a été écrite par Cédric, sur lequel j'ai eu un petit œil extérieur, mais qui était sa première expérience de chorégraphe. Pour lui, parce que dans Domino, il a quand même beaucoup assisté, beaucoup de travail, parce qu'évidemment, c'est un duo, on ne peut pas négliger la part de l'interprète. Et moi, cette année aussi, il y a eu une création. Donc, Labyrinthomme, c'est la pièce de Cédric. Moi, ça s'appelle Identité en crescendo. Ce sont 2 pièces complètement différentes. Donc, ça, c'est les 2 nouvelles pièces. Et on prévoit sur 2017-2018 un travail en commun. Donc là, il n'y a plus d'assistanat. Là, c'est un vrai travail en duo de chorégraphe sur un quatuor qui est encore... Dans les limbes, mais en projet. Voilà. Mais il y a déjà des belles pistes, on a déjà des choses à raconter. Voilà. Saatchi, c'est quoi ton prochain projet? C'est donc un projet avec des artistes chiliens rencontrés au travers de containers, évidemment. J'ai une passion de containers. Donc ils ont un festival de containers à Valparaiso. C'est comme ça qu'on a écrit Origami. Un festival de containers à Valparaiso. Où toutes les propositions artistiques se passent à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans une accumulation de containers. Et ils font ça tous les 2 ans. Mais, ou d'autres projets artistiques durant l'année en travaillant sur la question de territoire, les habitants de quartier et une proposition artistique qui va venir à partir au travers de l'objet container. Donc je travaille avec 2 des artistes fondateurs de cette structure Théâtre-Container sur un projet autour de chaises qui va arriver pour Brest en mars 2017. Pour le festival Danse Fabrique à Brest. Ouais. D'accord. Voilà, ils ne sont pas danseurs non plus. Je travaille en fait rarement avec des danseurs. Je suis plutôt avec des constructeurs, des clowns ou des musiciens. Et voilà. Brahim, alors prochain projet. Alors il y en a deux, international et national. Donc international, en août, je vais travailler en Ukraine avec des danseurs ukrainiens, des b-boys. Alors j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des danseurs, entre guillemets, quand je dis russe, parce qu'il ne faut pas dire russe, quand c'est ukrainien, c'est pas russe. Ah oui, alors, c'est dangereux même. Oui, voilà, faut pas dire ça. Donc j'avais travaillé en 2010 avec des danseurs champions du monde de breakdance qui s'appellent Top 9. Et donc j'avais créé une pièce qui s'appelle les Davai Davai, qui a très très bien marché. Et là, cette année, c'est une commande de l'Institut français de Kiev qui me propose de faire la même chose, entre guillemets, le même travail que j'avais fait en 2010 avec les Top 9. Donc là, j'ai dû sélectionner 10 danseurs de Kiev qui sont 100%, mais vraiment des purs b-boys. Et le challenge, c'est encore une fois de mettre justement ces b-boys en scène avec tout un travail, une écriture chorégraphique, à la fois la poésie. Quand je dis la poésie, c'est pas forcément la poésie en elle-même, mais la manière de danser, la manière de transmettre, la manière de faire ce qui est le b-boying, et justement de ne pas revenir au mouvement que l'on fait sur le moment. Non, il faut contourner ça. Comment nous, en tant que b-boy, on peut justement montrer notre qualité de b-boy sur scène. Et ce spectacle va s'appeler Rubik's Cube. Alors pourquoi Rubik's Cube?
Tout simplement parce que dans le Rubik's Cube, on a ce côté de tourner, de chercher comment on va représenter un peu les couleurs, les formules, les techniques, comment on appelle ça, j'arrive pas à trouver le mot. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les combinaisons. Les combinaisons. Voilà, pardon. Donc les combinaisons. Et c'est vrai que dans le b-boying, ceux qui font la breakdance, ils ont à chaque fois des combinaisons pour travailler leur technique, leur passe-passe, qui est jamais la même chose. On sait très bien qu'on peut faire un mouvement par là, qu'on peut croiser avec la jambe pour ramener de l'autre côté, de ce qu'on appelle la combinaison en passe-passe. Et eux, ils sont très très forts à ça. Donc on va faire tout un travail autour de ça. La déconstruction, quoi. Voilà, construction, déconstruction. Et les couleurs vont représenter aussi leurs couleurs à eux, de leur danse. Donc voilà, on ne va pas retrouver forcément le Rubik's Cube du jeu, mais on aura un peu cet aspect-là, cet univers-là. Et pour entre guillemets, la nouvelle création de la compagnie, qui sera en fin 2017-2018, ça sera autour de l'usure. Alors on va travailler sur l'usure du corps, du mouvement. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que quand on a joué Sillon il y a 2 ans ici, on m'a dit mais comment ça se fait, comment tu arrives encore à être sur scène, être présent sur scène et à danser encore? On a l'impression que nous, en tant que danseurs hip-hop, à 35 ans, on doit arrêter. Pour certaines personnes, c'est comme ça, c'est à 35 ans, on est à la retraite. Donc non, nous, on n'est pas à la retraite, on dansera jusqu'à qu'on ne peut plus danser. Et je suis très content de voir un exemple, Caroline, qui, vu son âge, donc je ne dirais pas son âge, qui est encore sur scène. Si, elle est de 1943. Bon, bah voilà, tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, alors nous, c'est l'usure, la construction du mouvement. Et à force de le faire, on use le mouvement. C'est-à-dire que la manière comment nous, on va créer nos mouvements en danse, à la base, il est petit. Et on essaye de la peaufiner, de l'agrandir, de le rendre de plus en plus propre. Mais en le faisant de plus en plus, on use ce mouvement-là et c'est jamais ce qu'on aura au départ, ce qu'on voulait à la base. Ça sera un autre mouvement. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'usure. Et donc ce sera une pièce pour 10 danseurs. Voilà, ça va être quand même du lourd. Avec 8 danseurs et 2 danseuses. Parfait. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. On rappelle un tout petit peu. Donc, Compact et Domino, plateau partagé. Le Théâtre Golovine, 18h45. La parenthèse, jusqu'à quand là maintenant? À la parenthèse, jusqu'au 13 à 10h du matin et du 15 au 17 à 19h. Donc pour voir rouler les pelles. Oui. Brahim. Alors au CDC les hivernales, oui. Tous les soirs à 18h, sauf le 15. Et off. Voilà, donc le 15, je pense que je pourrais venir. Et le titre? Tant mieux. What did you say? Voilà. Et donc Takasutra, tous les soirs, sauf le 11, jusqu'au 14 inclus, sauf le 11, à 18h. Et prémix à 10h du matin, oui, à la parenthèse, du 16 au 21. Voilà. Et puis nous, on se retrouve pour la deuxième rencontre danse. Donc là encore, avec des danseurs du Yin. On devrait avoir Trajala Arael qui devrait être là. Des danseurs du off. Et puis, même si j'arrive à trouver des danseurs du off, vous inquiétez pas, je vous les ramènerai. C'est pas la même heure, je crois que c'est 15h30, parce que vous verrez, il y a 3 horaires différents. On se lance un petit peu dans cette nouvelle organisation. Donc c'est 15h30 jusqu'à 17h, le 12. Puis le rendez-vous ensuite, c'est le 14 et ça doit être pareil, 15h30, 17h. Voilà, merci beaucoup à tous. Si je ne vous ai pas encore vu, je vais aller vous voir, vous inquiétez pas. Merci.